C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonjour. Bonsoir Roselyne. Donc ça se réveille à droite après un long bâillement et une traversée du désert. Les Républicains ouvrent un œil. Laurent Wauquiez, le patron de la région Rhône-Alpes, est sorti soudain du silence en annonçant qu'il était prêt pour 2027 pour guider la droite vers l'Élysée. Deuxième œil qui s'est ouvert, celui d'Emmanuelle Mignon, l'ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy qui avait contribué à sa victoire sur le projet et les idées. Elle a été nommée vice-présidente des LR et elle a carte blanche pour bâtir un projet. À gauche, on ne bâtit plus, mais on détruit. La NUPES est en phase de bordélisation. Insultes, désaccords. Roussel, le communiste, comparé à Doriot, répudié de la NUPES. Enquête de justice sur Sonia Chérikou, une proche de Mélenchon. Rien ne va plus. L'Alliance semble avoir fait long feu. Et enfin, la Constitution française va-t-elle subir un dépoussiérage? IVG, statut de la Corse et référendum. Le président de la République a montré sa volonté de faire évoluer les institutions. Mais des mots et à quand les actes? On en parle avec Catherine Tricot. Bonsoir, vous êtes directrice de la revue Regard. Et Laurent Geoffrin, directeur du quotidien lejournal.info. Un nouveau journal. Un nouveau journal, donc sur le... Social-démocrate, voilà. D'un autre côté, on ne s'attendait pas non plus... à quelque chose de plus extrême, c'est vrai. Voilà. Donc, je vous renvoie, évidemment, avec la signature de Laurent, tout est merveilleux. Donc, ce silence médiatique, après une cure de silence, Laurent Wauquiez est sorti du bois dimanche dernier. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy n'est donc pas muet. Et oui, il a des ambitions. On l'écoute. Si nous voulons gagner, il faut s'extraire du brouhaha et du tumulte. Il faut le faire parce que 2027 ne sera pas une élection présidentielle comme les autres. Ce ne sera pas, j'en suis convaincu, une énième conquête individuelle ou la satisfaction d'une ambition personnelle. Il faut oser imaginer un nouveau modèle. Jean-Marie, on a l'impression d'avoir entendu ça 1000 fois. Elle ne sera pas comme les autres. Oui, une élection sans pareil. Et blablabla, et blablabla. Ça veut dire, je suis candidat, donc forcément l'élection ne sera pas comme les autres, puisque c'est un peu ça, c'est un peu à cela qu'on peut ramener tout ça. Mais cela dit, d'abord c'est un peu tôt, je trouve, pour s'en préoccuper, parce que je ne pense pas que les Français soient préoccupés par la perspective présidentielle. En même temps, la droite est dans un tel état que si elle ne s'en occupe pas assez tôt, elle courra toujours à sa défaite. Et Laurent Wauquiez a évidemment le soutien d'Éric Ciotti, donc l'axe parti candidat doit se mettre en place. Normalement, c'est la meilleure configuration possible sur le plan politique. Reste à savoir ce qui restera malgré tout du parti LR. Il y a les élections européennes, on verra bien quelle sera la jauge à ce moment-là. La jauge est assez basse. Donc, et là, justement, les européennes vont être... ce sera une mesure. C'est jamais réellement... Oui, mais c'est quand même ça ne reflète pas toujours la réalité. Oui, mais c'est quand même toujours une mesure en temps réel de l'opinion. On sait que la droite doit se remettre au travail et qu'elle doit se remettre en cause, qu'elle doit aller chercher profond dans la réflexion de ce qu'elle peut apporter au pays. Et pour le moment, vous disiez il était sorti du bois, Laurent Wauquiez, mais il avait fait avant l'été ou au seuil de l'été une grande interview dans Le Point, d'où il ressortait quand même que beaucoup de ses positions étaient assez proches de la droite Voilà. D'une part, et d'autre part, notamment en matière de jugement sur le Conseil constitutionnel, sur les autorités indépendantes, etc., il dessinait quelque chose qui ressemble quand même à la démocratie dite illibérale. Donc est-ce qu'ils vont se reconstruire sur ce schéma, qui est encore une fois à droite de la droite, ou bien est-ce qu'ils vont revenir à une droite de gouvernement, à une droite, à un conservatisme, j'allais dire, éclairé? Nous n'en savons rien, mais ce sera décisif, évidemment. Laurent, effectivement, Laurent Wauquiez, il vient de la droite, on va dire, ce qu'on appelait la droite dure. On se souvient de ces mots. Il était centriste au départ. Pardon ? Plutôt centriste au départ. Mais... Oui, il était centriste au départ, tout à fait. Il a changé plusieurs fois. Donc là, on se dit que peut-être qu'il est en train de changer. Il y a un problème avec lui, c'est que... Rappelez-vous le cancer de l'assistanat. Tout de même, c'était... oui, c'est droitisé. Voilà, donc c'est très droitisé. J'ai un problème avec lui, c'est la sincérité. Oui. Parce que j'ai toujours en tête, c'est une anecdote d'une certaine manière, mais elle est significative. Il est allé devant des étudiants donner un cours, à Lyon, bullshit. à Lyon, et il a été enregistré sans le savoir.
Et il leur a dit, je ne vais pas vous servir le bullshit que je sers habituellement à la télé. Ouais. Donc à chaque fois que je le vois à la télé, je me dis, alors, c'est du bullshit. Qu'est-ce que j'entends? Ouais. Alors ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il a gagné une certaine cohérence en prenant des positions de plus en plus à droite. Et Jean-Marie a raison, c'est une remise en cause de l'état de droit, la hiérarchie des normes, et le fait qu'on a signé les traités, qu'il faut les respecter, des conventions, par exemple, sur les réfugiés, qu'il faut les respecter, qu'il y a un conseil constitutionnel, qu'il y a un certain nombre d'instances indépendante qui vérifie la conformité ou le bon fonctionnement des lois, quoi. Et il veut se débarrasser de tout ça comme le Front National et comme Zemmour. Il est sur la même position, finalement. Ouais. Et ça, c'est une forme de démocratie qui a l'air plus directe, mais c'est une régression par rapport à l'évolution de la République. Dans la plupart des pays, l'argument qui est sont toujours encadrés par des normes de droit. L'argument qui est toujours invoqué, c'est en effet de dire nous, on va être plus proche de la volonté du peuple. Donc, sous-entendu, la démocratie représentative ne représente pas le peuple ou les Français, mais en même temps, c'est un artifice pour masquer quelque chose qui tourne vraiment le dos petit à petit à l'état de droit. Et je pense que c'est un des grands débats que va avoir la droite dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, oui, Catherine, vous vouliez... rajouter juste une petite chose qui était intéressant pardon. Non, mais très bien, allez-y, exprimez-vous. Dans l'intervention de Laurent Wauquiez, il a rajouté quand même une touche supplémentaire à sa panoplie. C'est-à-dire que maintenant, il veut aussi s'identifier à la résistance aux écologistes. Aux luttes contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas, non seulement il a dit ce que vous avez dit à l'époque, il a pris des positions très très dures sur les questions des migrants, et là il ajoute, vraiment on ne voit pas bien où est la limite du côté de la droite dans ses rapports avec l'extrême droite. Il y a quelqu'un qui s'est déclaré quand même là ces dernières 24 heures, c'est David Lisnard, le maire de Cannes. Et si vous regardez un peu les thèmes sur lesquels il entend se mettre en selle, c'est sur une position également extrêmement libérale. Et d'ailleurs, tous ses soutiens venaient vraiment du libéralisme dur. Donc, on se dit, il y en a. Il y a un problème de hiatus avec l'attente du pays. Je ne vois pas comment est-ce qu'une droite, sur ces bases-là, soit se différencie de l'extrême droite, soit est capable de rassembler... Si c'est un logiciel libéral, ce sera loin de l'extrême droite d'aujourd'hui. Parce que l'extrême droite de Marine Le Pen aujourd'hui, elle est, disons... à gauche. Oui, c'est pas le même... Non, mais il se distingue de Wauquiez de ce point de vue, de Wauquiez-Ciotti, pas en tout point, mais il n'est pas sur... Effectivement, il se distingue, mais je veux dire, je ne vois pas que là, il y ait la martingale pour remettre la droite dans un rapport un peu plus large avec la société française. De toute façon, le problème central, c'est toujours le même. C'est comment sortir des deux bras de piège de radicalité qui sont d'un côté la montée du RN et le fait que le RN soit installé aujourd'hui comme l'alternative naturelle, d'une part, et d'autre part, Macron et ses héritiers, ou l'électorat qui s'est reconnu dans Emmanuel Macron. Entre les deux, est-ce qu'ils vont être capables de ressusciter une place, ou bien est-ce qu'ils vont devoir s'aligner sur l'héritier du macronisme? C'est la question que je voulais aussi poser à Laurent, puisque tout à l'heure vous parliez de la social-démocratie. Oui. Et justement, on a le même problème. La gauche socialiste a ce problème. Alors, maintenant, elle est embrigadée avec la NUPES, mais les enfin pas tous. Un peu moins. Oui. Mais les deux anciennes parties de gouvernement, que ce soit le PS ou le LR, sont dans le fond noyés dans la radicalité. Schématiquement, c'est le même problème, c'est que la droite classique est aspirée sur sa gauche, moins à droite par Macron, et sur sa droite par le Front National, par Zemmour. Et la gauche du gouvernement, c'est la même chose. C'est-à-dire que Macron en a pris une partie et Mélenchon en a pris une autre partie. Voilà, donc quelle place il reste? C'est à la faveur du vote utile en partie, mais quand même, elle a du mal à réémerger. C'est pour ça que d'ailleurs que l'élection européenne est importante en général, mais pour cette gauche-là, parce que là, elle a une occasion d'avoir une liste autonome. Il va y avoir une liste autonome socialiste et apparenté. Imaginons que cette liste fasse fasse le score que lui prédisent les sondages, c'est-à-dire aux alentours de 10%. Donc vous aurez 3 forces à 10% à gauche, qui sont les socialistes, les écologistes et la France insoumise. Mais cet équilibre-là bouleverse le schéma actuel qui est dominé de la tête et des épaules par Mélenchon. Ouais. Si les socialistes font 10-12%, imaginons, pas sûr, mais imaginons, ils vont dire à Mélenchon, écoutez, maintenant,
rediscutons, parce qu'on ne va pas rester sur les mêmes bases. Votre programme, il est à 90%. Le programme qu'ils ont signé, c'est 90% de la France insoumise. Donc on rediscute. Et deuxièmement, la question de la candidature unique se pose sous un jour tout à fait nouveau, puisque pourquoi ce serait forcément la France insoumise, vu qu'on a les mêmes scores que vous dans une élection nationale qui serait l'élection européenne. C'était déjà le cas il y a 5 ans, c'est-à-dire à peu près à la même distance de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on avait déjà, la France insoumise avait fait un moins de 7% lors de l'élection européenne. Oui. Manon Aubry avait fait un tout petit résultat. Oui, c'est vrai. 6,80 ou quelque chose comme ça. Une candidate socialiste. Et il y avait une candidate socialiste. Et il y avait un candidat... Pas très bon. Pas très bon, mais dans ces mêmes eaux. Et il y avait des écologistes qui avaient fait 13%. Ça ne présageait pas de résultat de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'en fait, l'élection présidentielle, il faut être quand même capable d'avoir un candidat qui incarne, qui propose un projet global qui soit susceptible de rassembler la gauche. Oui, mais le projet, c'était d'avoir une candidature unique, sous-entendu, qui serait issue de la France insoumise, puisque c'était le principal parti. Ou l'élection présidentielle. Oui, c'était ça l'idée de Mélenchon. Ça, c'est son idée. Il a changé d'idée maintenant. Je pense qu'il veut se présenter quoi qu'il arrive. C'est vrai. Mais le problème... Et à ce moment-là, il y aura une compétition entre les différents... La question... Comme toujours, d'ailleurs, entre les différents... Donc, il n'y aura pas de liste unique aux européennes. Non, à la présidentielle, mais à la candidature unique. Candidature unique. De candidature unique, pour l'instant, c'est certain que Jean-Luc Mélenchon prépare sa candidature, c'est tout à fait évident. Est-ce que ça ira au bout? Moi, je crois qu'en fait, il s'est passé en 2022, en vérité, une sorte de candidature unique. C'est-à-dire que Mélenchon a écrasé tout le monde et est devenu le vote utile à gauche, mais très largement. Oui, donc, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, il faut qu'il ne sera pas par un vote artificiel, par une proclamation artificielle d'un parti. Il faut qu'il y ait une personnalité avec un discours. Ce qui a changé aujourd'hui, on en parlait quand on parlait, je crois, la semaine dernière, du camarade Fabien Roussel. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la conviction qui existe dans beaucoup de milieux, dans les partis de gauche, que Mélenchon, candidat unique, second tour face à Marine Le Pen, perd obligatoirement et qu'il n'a aucune chance de l'emporter face à Marine Le Pen et que donc si vous avez comme candidat unique de la gauche Jean-Luc Mélenchon, vous êtes sûr que Marine Le Pen est élue. C'est ça la grande question à gauche. Et donc c'est à la gauche elle-même de faire surgir une alternative à Mélenchon en son sein. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon peut tout à fait subir le même sort qui a été ceux de ses concurrents, c'est-à-dire des tout petits résultats, s'il n'incarne pas l'espérance pour la gauche d'aller au second tour et de gagner. Donc s'il y a un candidat, mais pour l'instant il n'est pas là, mais s'il y a un candidat à gauche qui émerge et qui est capable d'embarquer la gauche, il deviendra le vote utile. Alors, il y a un adage dans c'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. C'est vrai. C'est le plus fort qui rassemble autour de lui l'ensemble du camp. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne transition. Il y a la même problématique à droite. Alors, vous m'avez un peu devancé sur je voulais encore parler un peu de la droite, pour dans le fond savoir s'il restait cet espace pour la droite, coincé entre effectivement ceux qui sont partis chez Macron et ceux qui sont chez Marine Le Pen, mais vous l'avez en partie répondu. Mais je vous propose quand même d'écouter, parce que ça vaut le coup, Nicolas Sarkozy, lorsqu'on lui parle de Laurent Wauquiez. Vous m'interrogez sur Laurent Wauquiez. Il a été mon ministre pendant 5 ans. C'est un garçon très talentueux, avec qui j'ai des liens d'amitié. Et je préfère quand il parle que quand il se tait. Parce que je ne crois pas, pour prendre une image sportive, moi qui aime tellement de sport, qu'on gagne Roland-Garros en jouant petit bras. J'ai dit tout le bien que je pensais de monsieur Gérald Darmanin, que j'aime beaucoup. Après, il y a un peloton, et on verra dans la montée de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire quand on s'approchera de la présidentielle, celui qui va se détacher. Voilà, donc en fait, il met les gants de boxe sur le ring et en gros, débrouillez-vous. Le meilleur gagne, oui. Mais simplement, la grande problématique, c'est que le centre, le centre de l'électorat français qui est aujourd'hui, qui a voté Macron, qui a permis à Emmanuel Macron d'être réélu, va être orphelin. Donc est-ce qu'il y aura en son sein, tout le monde pense à Édouard Philippe, quelqu'un qui soit capable de les mobiliser et de rassembler une bonne partie de la droite? À ce moment-là, il y aura une alternative à Marine Le Pen, ou bien est-ce que tout ça va se disperser et on aura le ou les candidats de la droite, le ou le candidat des macronistes, ainsi de suite, et donc ce sera évidemment un boulevard pour Marine Le Pen à nouveau, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce que je crains, c'est que
Dans une hypothèse, vous avez Marine Le Pen contre un candidat macroniste. Oui. Je pense qu'une partie de la gauche la plus radicale, va s'abstenir. Ce qui assurera la victoire de Marine Le Pen. Et si c'est Marine Le Pen contre Mélenchon, ce sera la même chose. Vous aurez une partie de la droite, ou des macronistes, qui vont soit s'abstenir, soit voter pour Marine Le Pen. Donc dans les deux cas, elle gagne. Ouais. Alors c'est un peu un enjeu de la construction de la candidature issue du camp macroniste, c'est-à-dire c'est d'avoir une candidature qui ne soit pas trop typée droite-droite. Or, on ne peut pas dire que l'entrée en matière d'Édouard Philippe ait été très ouverte pour la gauche. Tous les thèmes qu'il a pris pour se positionner hérissent le poil de la gauche. Proposer la retraite à 67 ans comme entrée en matière, ça me paraît difficile après de dire aux élèves. C'est un peu rude pour les électeurs, pas que de gauche à remarquer. Donc il faudrait qu'il y ait une jambe gauche dans le macroniste qui serait le dauphin de... L'équation de départ du macronisme. Pour l'instant, c'est le socle électoral. C'est pas une jambe. Le socle électoral de départ, c'est l'électorat de François Hollande. Et puis petit à petit, par glissement successif, nous avons un président qui est aujourd'hui un président de centre droit, pour être modéré. Alors, voilà. Mais donc, ceux qui briguent sa succession, c'est Gérald Darmanin, qui n'est pas le moins du monde à gauche. Non. C'est aussi le maire, Philippe. Bruno Le Maire, qui est aussi le... Édouard Philippe, à voir, on verra. Ils sont quand même d'abord, ils sont tous issus du Parti républicain. Oui, bien sûr. Ce que je trouve intéressant ils sont tous LR au départ. Oui, ils sont tous LR au départ. Et ce que je trouve intéressant à noter dans l'intervention de Sarkozy, c'est qu'en fait, il les met à égalité. En fait, lui, il se fiche comme de sa première chemise de savoir s'ils sont LR ou macronistes. Pour lui, tout ça, il a déjà fait la grande union et il dit ça sera l'un ou ça sera l'autre. On verra en haut du sommet de l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la reconstruction du Parti républicain n'est pas le sujet de Nicolas Sarkozy. Mais à la décharge de Nicolas Sarkozy, il faut rappeler quand même qu'il avait plaidé sans succès, mais avec insistance, pour que LR s'allie avec Emmanuel Macron et qu'il y ait un bloc, là pour le coup de droite, qui soit autour d'Emmanuel Macron et qui englobe les LR. Donc on ne peut pas lui faire reproche aujourd'hui de... Non, voilà. je veux dire, il acte la situation politique, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il acte que, en fait, la droite, elle est représentée par... D'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle se retrouve historiquement sur ses deux pieds, la droite ? Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a quand même un grand absent dedans, ça fait longtemps que je pense ça, c'est que je ne comprends pas pourquoi la droite ne reprend pas son pied social. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme... comment il s'appelle le président du Nord, là ? Oui. Bertrand, voilà. Pourquoi Xavier Bertrand ou un autre enfin, quelqu'un qui pourrait représenter une version un peu plus sociale, parce que moi, encore une fois, je pense que David Linard, il va dans le mur avec son entrée ultralibérale, et je crois que Édouard Philippe le paiera, son entrée en matière sur des positions très libérale. Je veux dire, la France, elle a besoin de retrouver un peu de confiance dans son état social, dans ses services publics et une politique un peu plus sociale. Et si quelqu'un à droite est capable de porter ça et de le réintégrer dans un dispositif de droite, ce qui n'est pas le mien, je ne suis pas capable de le formuler. Ou alors formuler. Quelqu'un de gauche qui soit un peu à droite, Laurent, ça existe. Ça a déjà été essayé, ça va très bien marcher. Mais alors, je voulais parler d'une personnalité qu'on connaît peu, enfin que les Français ne connaissent pas, c'est Emmanuelle Mignon. C'est elle qui a été chargée du projet en 2007, du projet de Nicolas Sarkozy, et qui a contribué, qui est un peu le symbole aussi, qui a contribué à la victoire de Sarkozy. Donc elle revient sur sa planche de travail au Rassemblement national, aux Républicains. Pardon, aux Républicains. J'ai inversé. C'est une bonne nouvelle pour les Républicains. Pardon, aux Républicains. Est-ce que la potion magique, ça marche plusieurs fois, Laurent ? Elle est compétente, certainement. Il y a un truc qui me gêne, c'est qu'elle a quand même été condamnée en justice pour avoir trafiqué les sondages de l'Élysée. Et oui, elle a pris 6 mois ferme, quand même. Enfin, pas ferme. Pas ferme, non. Avec sursis. Enfin, elle a pris de la prison, quand même. Elle n'est pas candidate. Elle n'est pas candidate. Elle est l'éminence grise dans Elle a purgé sa peine. Donc, puis elle a été jugée, elle a purgé sa peine. Voilà. La droite. Certes, mais chez les Sarkozy, c'est assez fréquent, je trouve. Oui. Non, il y en a un nombre considérable. Ils ont purgé leur peine, d'accord. Au gouvernement aussi, on va dire non. C'est devenu une banalité qui est assez embarrassante. Cela dit, pour revenir, c'est quand même quelqu'un qui sait travailler, qui sait bâtir un projet, qui a déjà bâti un projet présidentiel qui était celui de Nicolas Sarkozy en 2007, qui n'a pas été inefficace. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Républicains, parce qu'on est sûr au moins qu'autour d'elle, les gens vont travailler. Alors ça fait un cerveau chez les Républicains. Voilà, ce qu'en feront les Républicains, on n'en sait rien.
Voilà. Alors, on était en train de parler, on n'est pas passé de gauche à droite. De gauche à droite, mais c'est pas grave, on retourne un peu à gauche, avec donc la NUPES et les bisbilles entre Roussel. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, à propos de son prénom Roussel. Doriot. Fabien. Non, pas Doriot. Si, c'est l'insulte. Fabien Roussel, voilà, qui a été traité de Jacques Doriot. Je rappelle Fabien que Jacques Doriot était quand même un communiste qui est passé à la au crypto-fascisme et au nazisme. Voilà. Donc, je vous propose d'écouter quand même Bompard qui explique sans le dire que Fabien Roussel est un peu répudié de la NUPES. Fabien Roussel nous dit « Je ne me retrouve pas dans ce programme ». Fabien Roussel nous dit « Je ne suis pas favorable à des candidatures communes aux sénatoriales, pas favorable à des candidatures communes aux européennes, pas favorable à des candidatures communes aux municipales, pas favorable à des candidatures communes aux présidentielles. » Donc moi, je veux bien que ça s'appelle rester dans la NUPES, mais quand vous êtes d'accord ni avec le programme, ni avec le fait de présenter des candidatures ensemble, ce n'est pas le cas. Donc il met Mariam... la NUPES c'est lui qui décide qui est dans la NUPES ou pas dans la oui, NUPES. Je pense qu'il alimente le reproche qui lui est fait. C'est-à-dire que la NUPES s'est fait sous domination, sous hégémonie LFI. Et là, je trouve qu'il il emporte une... Le saut. Oui, il le montre. Voilà. Parce qu'on confond NUPES et Union de la gauche. Mais c'est pas la même chose. Union de la gauche, ça veut dire on discute d'un programme éventuel. Parfois, il y a un programme commun, parfois, il n'y en a pas. Et il y a un accord de désistement au second tour. En gros, c'est ça, l'Union de la gauche. Et puis, on essaye de pas trop s'engueuler. La NUPES, c'est pas ça du tout. C'est une candidature unique et c'est une domination idéologique totale de la France insoumise. Donc, c'est pas du tout le même... Alors, c'est une candidature unique, pas forcément. C'est pas écrit dans la NUPES. L'accord de la NUPES... ça a été fondé là-dessus aux législatives. Aux législatives, je suis d'accord. Mais justement... Et à la présidentielle, c'était le but. C'était le but, mais ce n'était pas... D'abord, c'est une question de but, mais ce n'est pas... Enfin, je vais pas dans l'accord programmatique entre les partis. D'ailleurs, Olivier Faure vient de le rappeler très justement, à mon avis, la NUPES, ce n'est pas un parti unique. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de raison d'avoir à chaque fois... Moi, je trouve que de toute façon, c'est ça qui faisait problème. On ne l'a pas assez remarqué en 2022, que c'était la première fois de l'histoire de la gauche française qu'il y avait des candidatures uniques aux élections législatives. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Là, ça a eu lieu. Tant mieux, tout le monde en a tiré bénéfice à titre pour constituer un groupe. Mais enfin, il y a quand même une question fondamentale, c'est que la gauche n'est pas unie, pas par accident. C'est pas parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne sont pas unis parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils ont des raisons, des grandes valeurs communes qui font qu'ils s'appellent la gauche, mais néanmoins, il y a du désaccord et que, vu l'état de difficulté dans lequel elle ferait mieux de faire vivre ces points de vue différents pour les pour l'instant. confronter. Après, s'accorder éventuellement... c'est ça, mais pour l'instant, voilà. Parce que tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, on est loin de la présidentielle. Moi, je trouve qu'on n'est pas si loin que ça quand on est dans l'embarras. Ah, quand on est dans l'embarras, on est dans le brouillard. Voilà, quand tu es dans le brouillard à LR ou à la gauche. Moi, je ferai simplement deux petites remarques. D'abord, sur le passé. Vous voulez parler de la Constitution, Jean-Marie ? On va y venir, mais sur le passé, on fait l'éloge de la NUPES, de la candidature unique, en disant ça leur a permis tous d'avoir des députés, etc. Le score de la gauche des élections législatives qui suivent l'élection d'Emmanuel Macron est historiquement le plus bas de toute l'histoire politique du pays. Les dernières, après le score de la gauche en 93. Donc 93, le score le pire, et ensuite vient celui-là. Donc ça n'est pas un succès. Ça n'est pas un succès. C'est la mesure la plus basse historiquement derrière 1993 de la gauche. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Et d'autre part, combien de députés nouvellement élus sous l'étiquette de la NUPES venant du Parti socialiste, voire des écologistes pour certains d'entre eux, se sentent représentés par les vociférations des élus de la France insoumise à l'Assemblée nationale, par les injures, par la violence qui sourd de leur façon de s'exprimer, leur sectarisme que vient de nous rappeler le numéro 2 du parti La France insoumise. Combien se sentent... C'est ça aussi le problème. Puisqu'ils prétendaient être le ciment de la gauche, en quoi voulez-vous que certaines familles de la gauche se retrouvent dans cette façon de faire de la politique ? Et après, on vient vous dire, il faut l'unité du pays, il faut rassurer, il faut protéger. Non, il faut déjà s'écarter de cette façon de faire de la politique. Alors, on en vient donc à
la Constitution, puisqu'Emmanuel Macron s'est penché au chevet d'une vieille dame de 65 ans hier, qui est la Constitution, 4 octobre 1958. Donc il est allé devant le Conseil constitutionnel et voici ce qu'il a dit. Notamment l'article 11. L'article 11, pour que vous compreniez, parce qu'il va en parler, c'est celui qui permet de le modifier, qui permet de faire des référendums. Disons-le avec clarté, étendre le champ du référendum ne peut permettre et ne saurait permettre de se soustraire aux règles de l'état de droit, comme je l'ai rappelé. De même, la souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée. Cette procédure utile est aujourd'hui excessivement contrainte. Sa mise en œuvre doit être plus simple et les seuils permettant son usage, comme peut-être ces procédures, devraient dès lors être revus. Alors, selon un sondage de Backbone Consulting que nous a donné Véronique Reissoult, le président n'a pas convaincu. 63% des Français ont suivi son allocution dans le détail et ont trouvé qu'il n'était pas clair, 53%, qu'il ne savait pas où il allait, 56%, et qu'il ne comprenait pas leurs préoccupations, 61%. Mais de quelle allocution s'agit-il ? Celle-là. Celle d'hier, en fait, parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'il parle beaucoup. Alors justement, est-ce qu'une fois de plus, je ne sais pas qui veut répondre, comment on réacclimate le référendum dans la vie constitutionnelle ? Ça a l'air compliqué de bouger cet article 11, de remettre l'idée du référendum ? C'est compliqué parce qu'il faut l'accord du Sénat et de l'Assemblée. Donc il faut une majorité qualifiée des 2/3 du Congrès. Et donc c'est dans les mains de l'opposition. Oui, mais tout le monde le réclame, le référendum. Toutes les oppositions, notamment extrême droite et LR, etc., mettent le référendum au cœur de leurs proches. Et certains vont très loin, puisque, comme Jean-Luc Mélenchon, ils veulent un référendum qui permet d'annuler une élection, de renvoyer l'élu à ses travaux. Donc déjà, plus leur réflexe de dire non à chaque fois que Macron propose quelque chose. Donc déjà, ce sera très très difficile de faire évoluer les choses. Et ensuite, il faut essayer de savoir de quel référendum il s'agit. La pratique française, c'est une pratique où vous ne répondez pas à la question posée, vous répondez à celui ou à celle qui pose la question. Et donc très vite... Et il suffit de mieux poser les questions. Mais très vite, vous avez une pratique qui est issue d'une logique plébiscitaire et pas du tout d'une logique dite démocratique, parce qu'on invoque la démocratie. Mais non, le référendum jusqu'à présent en France, ça a été assez peu utilisé autrement que pour... et quand ce n'est pas les citoyens qui le décident, c'est le président lui-même, voire De Gaulle, qui s'en va quand on le désavoue. Donc c'est ça la difficulté. C'est moins dramatique. C'est-à-dire que le gouvernement dit, voilà, j'ai un projet de loi, voilà les articles, vous votez oui, vous votez non, mais de toute façon, moi, je reste en place. Simplement, ça ne se fera pas si vous votez non, c'est tout. C'est ça. En fait, il suffit d'être clair. Mais est-ce que la mise en place... C'est vrai que c'est un plébiscite. On dit, si vous votez non, je m'en vais. Mais est-ce que c'est si compliqué que ça de la mettre en place ? Parce que réunir le Congrès... C'est compliqué pour la raison que Jean-Marie a indiquée. C'est-à-dire qu'il faut une majorité des 2/3. Mais sur le référendum, la gauche le réclame à corps et à cri, la droite aussi, l'extrême droite aussi. À mon avis, c'est inévitable, parce que la démocratie représentative est mise en cause. Eh bien oui, mais c'est ça le problème. Je pense qu'il faut la garder, mais il faut l'amender de manière à ce que les gens soient consultés un peu plus souvent. Ça me paraît de bon sens. Est-ce que c'est une bonne forme de consultation ? Moi, je suis très, très, très réservée sur le référendum. Moi, je suis vraiment très réservée sur le référendum, parce que je pense que ça... Alors, il y a le côté plébiscitaire du référendum, on répond à la question et on cherche à se réconforter, relégitimer dans sa fonction politique. Bon, ça... Passons pour ce point-là. La deuxième question, c'est qu'en fait, je trouve que les enjeux qui sont, en l'occurrence, réclamés par la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire notamment d'avoir un référentum sur l'immigration, d'abord, ça me terrorise, je le dis très franchement, comme d'avoir un référendum sur la peine de mort. Vous terrorise quant au résultat. Oui, pourquoi mais c'est pas dans le champ. Mais justement, ce qu'il propose, c'est d'élargir le champ. Il faut donner les... Ce que propose... On ne peut pas mettre la peine de mort, parce qu'on a une convention internationale qui D'accord, mais ce que propose Emmanuel Macron... Certains proposent Vauquier propose d'inverser les normes et donc d'autoriser. Non, mais j'entends bien. Mais Vauquier dit on pourrait inverser les normes, donc justement, on pourrait soumettre à référendum. On inverse les normes et on soumet à référendum la question de la peine de mort. Ce que vous dites, Catherine, c'est qu'il ne faut pas trop jouer avec la Constitution. D'abord, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas trop jouer avec la Constitution. Deuxièmement, ce que je pense, c'est que les questions qui sont des questions comme celle de l'immigration méritent un débat un peu plus sérieux et qui doivent être articulées à
Pourquoi les Français ne seraient pas sérieux sur le sujet? Non, c'est pas qu'ils sont pas sérieux, c'est que je pense que sont comme ça, comme la question environnementale, et ce sont des questions qui sont articulées à une vision de la société, du monde et du projet politique. Le moment où on en parle, c'est l'élection présidentielle, c'est-à-dire ou l'élection législative. C'est-à-dire que là, on donne un mandat politique qui est global. Dedans, il peut y avoir quelque chose qui me déplaît souverainement sur l'immigration. Je ne dis pas que les Français ne peuvent pas s'exprimer sur l'immigration. Je trouve que le sortir du champ global, c'est activer le mauvais penchant, vraiment les mauvais esprits, la face sombre des gens. Et par ailleurs, je pense que ces projets-là sont tellement complexes qu'il faut les insérer. Je pense qu'on est condamné à courir le risque. Je sais que c'est un risque, hein. Mais si vous avez un débat sérieux pendant suffisamment longtemps, il faut quand même faire un peu fond sur une relative rationalité de l'électeur à la fin des fins, à la fin du débat. On leur fait bien confiance pour le vote. Pourquoi on ne leur ferait pas confiance? Mais non, on le voit quand on fait les conventions citoyennes, par exemple. Au début, les gens ne connaissaient rien, ils apprennent. Et à la fin, ils sortent des mesures qui sont plutôt bien intelligentes. Bien sûr. Donc on peut supposer qu'un débat sérieux, même sur l'immigration, qui est pourtant très... Mais enfin, les élections, à quoi servent les élections présidentielles et législatives si ce n'est de discuter de ces grands enjeux qui sont des enjeux complexes. Et je pense que vraiment, autant je pense qu'il faut renouveler la démocratie parce que ça forme, en plus ça vient d'Emmanuel Macron qui en a quand même eu une pratique particulièrement autoritaire et restrictive. Donc redonner du souffle à la démocratie et pas simplement dans ses aspects représentatifs, je trouve ça important. Mais par contre, je trouve que là, il joue avec le feu, d'autant que, comme vous venez très bien d'expliquer, quand j'ai suivi votre explication tout à l'heure sur la gauche ne va pas voter pour le candidat macroniste, donc c'est Marine Le Pen qui va gagner, et si c'est dans l'autre cas, c'est Marine Le Pen qui gagne à tous les coups, je trouve qu'ouvrir ce champ-là, c'est quand même, franchement, zut, quoi. On n'est pas obligé de préparer l'arrivée de Marine Le Pen. Si elle gagne à tous les coups, elle ouvrira le champ du référendum. Oui, non, mais peut-être, mais on n'est pas obligé de lui ouvrir la porte. C'est ça que je veux dire, c'est de lui faire... Et c'est vous, Jean-Marie, souvent, qui disiez qu'il faut faire très attention à nos institutions, il faut garantir le jour où elles pourraient tomber dans de mauvaises mains. Il faut les protéger, bien sûr. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est l'ampleur du débat qui progresse à droite et qui tourne le dos à l'état de droit, de facto. Oui. Merci. On attend, enfin vous restez là bien sûr, mais on attend Véronique Reiss-Soult, qui nous attend aussi d'ailleurs, pour la politique sur les réseaux. On attend. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour. Nous avez pas amené des petites punaises de lit là? Non, j'ai pas apporté de punaises de lit, mais on va en parler. Je voulais juste faire un petit insert, le sondage que vous avez cité, qu'on a fait pour le Figaro, met en avant un autre point qui est que les Français sont pour le référendum, l'attendent. Ne croient pas que Emmanuel Macron va le faire, mais le plébiscite l'attendent et pour plein de raisons. Je vous invite à aller voir ce sondage où il y a des explications du pourquoi. Voilà. On le voit où d'ailleurs? Le Figaro, c'est un sondage qui a été fait pour le Figaro qui paraît demain matin. D'accord. Voilà. Donc oui, les punaises de lit, mais voilà, on est... non, mais là, après... La réponse est souvent dans la façon dont on pose la question sur les... Oui, après, il y a une partie observation, il y a une partie aussi observation sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pu constater que les gens ont envie de ça, parce que pour répondre à la défiance, parce que sur les vrais sujets majeurs que sont des décisions fortes au moment d'événements exogènes comme... la guerre, une pandémie, voilà, ils ont envie d'être consultés, mais voilà, on n'a pas le temps. Là, on va parler punaises. Mais oui, on va parler punaises. Parce que c'est hyper important. Ouais, donc est-ce que c'est hyper important? Il y a une psychose aussi sur Internet? Alors, c'est plus qu'une psychose. Alors, il y a les pour et les contre les punaises. Alors, qui pour les punaises? Qui souhaite des punaises? On y va, on va regarder. En fait, c'est juste pour vous donner une idée, 450 000 messages sur 7 jours sur les réseaux sociaux. Donc oui, on en parle. Et je vous ai même fait une projection, parce que grâce aux outils d'intelligence artificielle et les outils projectifs, on peut avoir une idée de est-ce que ça va continuer. Et donc, vous voyez, on va continuer à en parler, ça va continuer à être un sujet. C'est important. Alors, est-ce que pour autant, c'est un sujet politique? Ça le devient. Ben, ça le devient. Je vous laisse écouter Madame Panot, juste un petit message. Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez? Madame la Présidente, Madame la Première ministre, une vague de panique saisit le pays. Les punaises de lit prolifèrent dans tous les lieux du
C'est important, je pense que Mme Borne peut faire quelque chose. Comment vous dire, les internautes se sont plutôt amusés, ne suivent pas forcément ce délire de l'interpellation du gouvernement, au point où les uns et les autres se moquent. Alors, quand on commence à se moquer de vous sur les réseaux, c'est jamais très très bon. Ça ne veut pas dire que vous êtes non seulement pris au sérieux, mais voire même ça vous décrédibilise. Donc, comme vous pouvez le constater, l'histoire retiendra qu'un jour, un être humain a organisé des manifestations contre les punaises de lit. Et on a cette magnifique photo des membres de LFI. Donc voilà, on va dire qu'ils sont plutôt l'objet de railleries que de soutien. Et dans les railleries, il y en a même une qui a beaucoup circulé. On a vu Mme Panot avec sa petite fiole. Ça vous fait penser à, et oui, bien sûr, des parallèles avec des interventions qui ont changé le cours de l'histoire. Il y en a une qui a vraiment changé le cours de l'histoire, l'autre, on en doute, mais en tout cas, il y en a une où c'était des fausses informations, et dans l'autre, on pense que c'est des vraies, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, voilà. Et puis il y en a qui a eu quelques conséquences. Mme Panot et son flacon, je ne suis pas sûre que ça va beaucoup changer le monde. Bien qu'il y avait même des gens qui imaginaient que c'était une sorte d'attentat, qu'il fallait... Enfin bref, il y a des gens qui sont bien amusés sur les punaises. Ceci dit, il y a quand même un petit sujet politique, ou en tout cas c'est un sujet d'image, et d'image à l'étranger. Pour vous donner une idée, c'est donc un humoriste américain. Après le béret et la baguette, qui sont les clichés sur les Français, eh bien, on a les punaises qui commencent à arriver aussi. Donc c'est un sujet... Et pas si anodin que ça, parce qu'on a des JO 2024 qui arrivent. Et donc, vous voyez... C'est une grande spécialité new-yorkaise que de nous représenter. Ils adorent. Avec le béret, la baguette et le verre de vin. Et le verre de vin. Donc maintenant, on a aussi les punaises. Et d'ailleurs, l'amour, baguette, croissant, punaise de lit, omelette au fromage. Voilà, c'est ça les clichés qu'il va y avoir pour Paris 2024. On peut se dire que c'est drôle. Ça l'est encore. Mais ça joue et on voit bien qu'il y a des commentaires de plus en plus sur les gens qui se posent la question de venir à Paris pour Paris 2024. Donc il va falloir quand même que les choses se calment. Ceci dit, les Français sont beaucoup plus raisonnables que les politiques. Parce que cette psychose, en fait, quand on regarde les 240 000 messages, les gens, ils ont plutôt été chercher des informations. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Dr Doc Nozman, on en avait parlé au moment du Covid. Il fait partie des influenceurs qui ont fait changer l'image et les comportements des Français sur les vaccins. Et bien là, il a donné des informations très concrètes et pratiques avec 162 000 interactions. Il y en a plein d'autres qui ont fait ça. En fait, les Français, ils cherchent des informations, des conseils, ils partagent des témoignages. Ils sont loin du délire aujourd'hui politique et ils sont loin d'une psychose en imaginant que l'État pourra faire quelque chose. Évidemment, le pragmatisme des Français fait qu'ils se sont moqués. Ils ont trouvé des jolies petites images pour rappeler qu'en fait, il y a d'autres nuisibles. D'ailleurs, cette jolie petite souris que vous allez voir à l'antenne, voilà, c'est bon madame, j'ai tout vérifié, vous pouvez dormir tranquille, il n'y a pas de punaise de lit. Voilà, et je vous rassure, il y avait aussi énormément d'images sur Saccage Paris et le rappel des rats. J'ai préféré vous montrer une petite souris qui est plus mignonne. Oui. Plus mignon, on a moins peur quand même que les gros rats. Ah oui. Et puis, je voulais surtout vous donner des nouvelles de quelqu'un. Vous vous inquiétez, vous vous dites, que devient monsieur Manuel Valls ? Mais oui Eh bien, figurez-vous que vous allez rire, mais il est nommé ministre des punaises de lit. Enfin, il aimerait bien être nommé ministre des punaises de lit. C'est donc notre petit joke récurrent. Ah oui. Et figurez-vous qu'il y a un autre monsieur. Mais oui, dont on parle beaucoup, qui est la star des réseaux. Pourtant... c'est pas Brad Pitt. C'était pas Brad Pitt, quoique. Eh bien, depuis sa rencontre avec Mick Jagger, figurez-vous que Gérard Larcher est devenu la star des réseaux sociaux. Il n'y a pas un jour, une semaine où on ne parle pas de lui. Et de façon plutôt flatteuse. Donc, le sujet de la semaine était cette comparaison. Est-ce que c'est Gérard ? Est-ce que c'est Gérard Larcher ? Est-ce que voilà ? En disant qu'en fait, cet homme est très beau. Et il déclenche. Gérard Larcher. Gérard Larcher, donc voilà. Donc, en gros, on a une nouvelle star. Donc, on prenait régulièrement des nouvelles. Vous avez sur Gérard Larcher. J'en ai d'autres, mais comme je pensais qu'on était à la bourse, voilà, j'aurais pu en faire plus. Bon, bah, de toute façon, mais d'ailleurs, c'est fini. Je crois qu'on est en train de nous dire ça suffit. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Donc, allez voir le sondage dans Figaro. Lisez la revue Regard, le journal .info. Voilà, gratuit. Voilà, gratuit. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Oui. Tous les trois, on est sur Internet. Et Slack, tous les quatre, on est sur Internet. C'est beau, c'est magnifique. C'est beau. Merci à tous, merci à Flore Simon et de sa patience, et à toute l'équipe technique. Et on se quitte avec Gérard quand même. Bah oui, Gérard. Gérard.